Bonjour et merci aux organisateurs de m'avoir invité à cette journée. Donc effectivement, je suis pédiatre, généticienne, responsable nationale d'un centre de référence sur la déficience intellectuelle et j'aide Vincent Desportes, qui vient d'être cité dans l'animation de la filière nationale déficience dont je vais vous dire un mot. Un petit mot pour commencer, pour introduire sur les troubles du neurodéveloppement, puisque on va parler essentiellement de la déficience intellectuelle, mais au sein du groupe des troubles du neurodéveloppement. Les troubles du neurodéveloppement sont souvent, mais pas toujours, des maladies rares. Alors on va essentiellement s'intéresser aux troubles du développement liés à des maladies rares. On définit une maladie rare par une prévalence, c'est-à-dire par un nombre de personnes touchées inférieur à 1 sur 2000. Alors vous allez me dire tout de suite, la déficience intellectuelle, la fréquence est beaucoup plus importante que 1 sur 2000. Oui, effectivement, mais parmi les causes de déficience intellectuelle, chacune est une maladie rare. Les maladies rares touchent 3 millions de Français, 4,5% de la population et environ 25 millions de personnes en Europe. Elles correspondent à peu près à 7000 maladies rares connues à ce jour, dont 80% sont d'origine génétique. Donc on va aborder aussi un petit peu la question de la génétique à la fin de ce topo. Et il faut souligner que la France est pionnière dans le domaine des maladies rares, puisque c'est le premier pays en Europe à avoir élaboré et mis en œuvre un plan national et qu'on est très envié par d'autres pays européens qui essayent de se mettre sur le même modèle. Alors l'organisation des maladies rares en France, je vais en dire un mot parce que c'est important que vous saisissiez bien la manière dont les choses se passent aujourd'hui pour les troubles du neurodéveloppement. Le premier plan maladies rares était entre 2005 et 2008. Il a permis de mobiliser l'ensemble des acteurs dans le domaine des maladies rares et d'identifier pour la première fois des centres de référence et des centres de compétences. Les centres de référence maladies rares, CRMR, se déclinent en centres coordonnateurs, en centres constitutifs et en centres de compétences, chacun ayant sa propre compétence. Ils font l'objet d'une labellisation par le ministère de la Santé et la dernière labellisation ou relabellisation a eu lieu en 2017 pour 5 ans. Il y a eu ensuite un second plan maladies rares entre 2011 et 2016, puis un troisième plan maladies rares qui vient de démarrer. Le deuxième plan maladies rares a permis de créer les filières de santé maladies rares, qui sont aujourd'hui au nombre de 23 sur le territoire français. On appelle filière de santé une organisation qui a pour vocation d'animer ou de coordonner des actions entre les acteurs impliqués dans la prise en charge de maladies rares présentant des aspects communs. Et vous voyez bien que l'objectif de ces filières était de fédérer un certain nombre de centres de référence, et je vais vous présenter rapidement la filière déficience. Donc chaque filière regroupe des centres de référence maladies rares, des centres de compétences, mais pas seulement. Les filières regroupent également des structures de soins qui travaillent avec les centres de référence et les centres de compétences, des laboratoires de diagnostic et des plateformes le plus souvent hospitalières, des professionnels et des structures des secteurs social et médico-social, des équipes de recherche et des associations de patients. Et rien ne se fait, bien sûr, sans les associations de patients. Et on en a dit un mot tout à l'heure. Le troisième plan maladies rares continue dans ce sens. Les objectifs de la labellisation des centres de référence, c'est d'abord de favoriser la lisibilité de l'organisation mise en place pour la prise en charge des maladies rares, de faciliter l'orientation des patients et des professionnels, et ça c'est quelque chose de très important, en particulier pour le diagnostic de la déficience intellectuelle, que les personnes soient envoyées dans les bonnes structures, et de décloisonner au maximum pour créer un continuum d'action entre les structures et les acteurs sanitaires, sociaux, médico-sociaux et l'accompagnement. Tout ça pour une meilleure prise en charge globale des patients. Les missions des CRMR, elles sont au nombre de 5, de la coordination en lien avec la filière de rattachement, de l'expertise, du recours, de la recherche, de l'enseignement et de la formation. Alors, la filière déficience, vous voyez un espèce de jeu de mots, un défi pour la science, déficience également dans le sens de déficience intellectuelle.
Donc vous voyez que la composition de la filière comporte 106 centres de référence labellisés au sein de 5 réseaux qui concernent le neurodéveloppement. Vous lisez, hein, donc il y a un centre de référence qui est dédié à la déficience intellectuelle et qui comporte 11 sites constitutifs et 13 sites de compétences. Je vais vous montrer sur la carte de France, mais ça couvre le territoire national. Il y a un centre de référence autour des épilepsies rares qui sont étroitement liées à la déficience intellectuelle, avec 8 sites constitutifs et 20 centres de compétences. Il y a un centre de référence qui est intitulé Maladies rares à expression psychiatrique, là aussi étroitement lié à la déficience intellectuelle pour tout ce qui comporte le volet psychiatrique de la déficience intellectuelle, donc avec 3 centres de référence et 20 centres de compétences. Il y a un centre de référence sur les malformations du cervelet et un centre de référence dédié à une seule maladie, qui est le syndrome de Prader-Willi, et qui s'étend sur les autres syndromes avec déficience intellectuelle et obésité. Et puis, vous voyez qu'associé à ces centres de référence, il y a un certain nombre de laboratoires de diagnostic, en particulier génétiques, un certain nombre d'unités de recherche, un certain nombre de fédérations et de réseaux, et puis des associations de patients, en particulier des associations syndromiques. Alors vous voyez le maillage national de cette filière, avec différentes couleurs pour citer les différents réseaux, et différentes formes pour dire s'il s'agit d'un centre de référence ou d'un centre de compétences, les centres de compétences ayant moins de moyens, n'ayant pas de moyens associés pour leur activité. Vous voyez qu'il y a une bonne couverture. Alors si on regarde dans la région parisienne, donc également un certain nombre de sites, et je pensais que j'avais mis, je l'ai mis après. Donc voilà pour la présentation de la filière. Donc filière qui a été labellisée en 2014, qui est en cours de relabellisation, qui va s'appeler maintenant Maladies rares du neurodéveloppement, et dont un certain nombre, parmi les objectifs, on peut citer celui de développer les synergies dans le parcours de santé et de vie des personnes, de contribuer aux chantiers nationaux en cours dans le champ du handicap intellectuel et du polyhandicap, de s'intéresser aux personnes ayant tout type de déficience intellectuelle, de la déficience intellectuelle légère au polyhandicap, avec ou sans anomalie génétique associée. Ça ne concerne pas que les patients pour lesquels le diagnostic a été posé, et dont l'idée est de prendre en compte les spécificités de chaque syndrome et les problématiques transversales dans une double approche qui est à la fois étiologique et fonctionnelle. Les complémentarités entre la filière et les centres de référence sont nombreuses. La filière sert de fonction support pour les centres de référence, aide au décloisonnement et a permis un certain nombre de partenariats et d'actions dont vous avez probablement entendu parler. D'une part, les états généraux de la déficience intellectuelle, auxquels peut-être certains d'entre vous ont participé. D'autre part, le projet START, qui est dirigé par Muriel Poher, qui est une chargée de mission, chef de projet de la filière déficience, et également l'expertise collective de l'INSERM, sur lequel je vais revenir. La filière, évidemment, est très impliquée également dans la stratégie nationale autour des troubles du spectre de l'autisme et des troubles du neurodéveloppement. Alors, pour revenir sur les états généraux de la déficience intellectuelle qui ont eu lieu il y a maintenant plus d'1 an, et vous voyez qui étaient portés par la filière déficience et ses partenaires qui étaient nombreux. Un des sujets principaux des EGDI, même si beaucoup de choses ont été abordées lors de ces 2 journées, ont été de développer l'idée que la personne en situation de handicap intellectuel était un sujet de droit et pas un objet de soin, et de développer ces concepts d'autonomie et d'autodétermination, dont on parlera d'ailleurs cet après-midi avec une intervenante tout à fait passionnante.
un changement de regard, un défi à relever et des conditions à mettre en œuvre pour cela. Alors un accompagnement personnalisé du projet de vie qui tienne compte à la fois des droits fondamentaux, également des avancées des connaissances, en particulier des recommandations qui ont été mises en place grâce à l'expertise collective de l'INSERM. La question étant comment mettre en pratique les connaissances scientifiques, comment lever les obstacles et permettre une autodétermination effective. Alors, vous savez qu'il y a eu une évolution conceptuelle dans ces, on peut dire, 50 dernières années, dans la classification du handicap, avec le passage d'un modèle linéaire. La cause du handicap entraîne le handicap, à un modèle qui prenne en compte les facteurs de risque, les facteurs environnementaux et les habitudes de vie, le modèle systémique du fonctionnement humain avec ce processus de production du handicap de Patrick Fougerolas qui a été donc développé ces 20 dernières années. Le DSM-5, qui est donc le manuel diagnostique et statistique américain, qui est sorti, donc, dont la dernière édition, la 5e édition est sortie en 2013 aux États-Unis et dont la version française est sortie en 2015, définit les troubles du neurodéveloppement comme le défaut de développement d'une ou plusieurs compétences attendues lors du développement psychomoteur, cognitif et socio-affectif de l'enfant. Et vous voyez que parmi les troubles du neurodéveloppement arrivent effectivement la déficience intellectuelle, mais également les troubles du spectre de l'autisme, les troubles spécifiques des apprentissages et un certain nombre d'autres troubles de la communication, déficit attentionnel, hyperactivité, troubles moteurs et autres troubles. Qu'on est donc face à un vaste domaine avec les troubles du développement intellectuel et les troubles du spectre autistique qui peuvent être intimement liés, puisque 30 à 40% des personnes avec autisme ont un trouble du développement intellectuel, troubles donc de la coordination, dyspraxie, etc., troubles spécifiques du langage oral, troubles de déficit de l'attention et hyperactivité, troubles spécifiques des apprentissages scolaires. Tout ça représentant les troubles du neurodéveloppement. Donc les troubles du neurodéveloppement concernent un très grand nombre de personnes, et lorsqu'on regarde l'utilisation de l'ALD chez les enfants, on s'aperçoit que ce sont les affections alors dites psychiatriques et neurologiques, c'est-à-dire en gros, les troubles du neurodéveloppement qui apparaissent en tête des maladies chroniques de l'enfant. Alors, on peut effectivement regarder un petit peu la fréquence de ces différents troubles, et vous voyez que la déficience intellectuelle concerne à peu près 2% de la population. Les troubles du spectre autistique, les chiffres ont évolué ces dernières années, mais on dit autour de 1%. Et puis, vous voyez que les autres troubles du neurodéveloppement concernent encore plus de personnes. Et donc, on est dans un domaine qui est une pathologie finalement relativement fréquente, avec un certain nombre de maladies rares dans ce domaine, en particulier dans les troubles du spectre de l'autisme et les troubles du développement intellectuel. Alors, le domaine des troubles du neurodéveloppement concerne un très grand nombre de personnes et concerne également un très grand nombre de personnes de l'entourage. Et vous voyez cette diapositive qui a été faite par Vincent Desportes, qui montre toutes les personnes qui peuvent être impliquées dans le domaine du neurodéveloppement en termes d'accompagnement et de prise en charge. Les troubles du neurodéveloppement sont souvent associés et souvent également intriqués, comme vous l'avez vu déjà pour déficience intellectuelle et autisme. Ils sont intriqués entre eux, possiblement. Ils sont également associés à d'autres troubles, que ce soit des troubles amnésiques des exécutifs, mais également des troubles sensoriels, des troubles moteurs.
et on l'a déjà dit, une épilepsie, des troubles du sommeil et de l'alimentation, une anxiété, une dépression, qui sont des signes très très fréquemment associés à la déficience intellectuelle et aux troubles du spectre autistique. Également des maladies psychiques. Alors, quels sont les critères diagnostiques pour parler de déficience intellectuelle? On va se positionner maintenant plus sur la déficience intellectuelle. Déjà, la déficience intellectuelle est définie par trois items qui sont des compétences intellectuelles déficitaires, avec un QI, on va y revenir, inférieur à 2 écarts types, c'est-à-dire inférieur au chiffre de 70, compétences intellectuelles déficitaires qui touchent le raisonnement logique, la pensée abstraite, le jugement, impact sur le langage et les apprentissages scolaires. Deuxièmement, un comportement adaptatif limité, inférieur à 2 écarts types, et là il y aura également une intervention pour préciser et développer cet aspect-là, qui touche donc les habiletés conceptuelles, sociales et pratiques. Et troisièmement, une apparition de ces troubles pendant la période de développement, c'est-à-dire avant l'âge de 18 ans. Donc vous voyez que la définition de la déficience intellectuelle ne se limite pas à la question du quotient intellectuel et de la mesure du quotient intellectuel, mais que ces trois points doivent être présents. D'où l'importance d'avoir des échelles adaptatives et de pouvoir évaluer les personnes avec des échelles adaptatives en plus des échelles du développement cognitif. Alors sur le plan sémantique, on a longtemps parlé de retard mental. Vous savez que c'est un terme qui n'est plus utilisé. On parle maintenant plutôt de déficience intellectuelle, de handicap mental, handicap intellectuel. Je crois qu'on a du mal à trouver une terminologie qui soit à peu près juste et satisfaisante. La CIM 11, qui n'est pas encore sortie, parlera de troubles du développement intellectuel, TDI. Alors, comment on évalue le QI? Vous le savez tous, les outils les plus utilisés sont les tests psychométriques de Wechsler. Vous savez tous également que la courbe de QI est une courbe gaussienne, avec moins 2DS inférieur à 70, et donc on parlera de déficience intellectuelle. D'abord, si le QI est inférieur à 70 et si les résultats des tests sont homogènes, mais ça, Aurore Curie en parlera plus longuement après moi. Et donc, vous voyez qu'on a des échelles qui sont dépendantes de l'âge, hein, avec, chez les petits, la WIPSI 4, chez les plus grands, le WISC 5, et chez les grands adolescents et adultes, la Weiss 4. Alors, en ce qui concerne la déficience intellectuelle, on peut citer 5 postulats. Premièrement, les limitations du fonctionnement intellectuel prennent en compte l'environnement linguistique et culturel de la personne. Vous imaginez bien que si on fait passer des tests à quelqu'un qui ne parle pas le français, on risque d'avoir des résultats évidemment faux. Deuxièmement, une évaluation valide prend en compte les capacités et incapacités sensorimotrices, comportementales et de communication. Là aussi, bien sûr, il faut interpréter les choses dans leur contexte. Troisièmement, les limitations coexistent avec les forces. Quatrièmement, la description des limitations est nécessaire pour déterminer les besoins de soutien. Et ça, c'est un point absolument essentiel et nouveau dans l'abord de la personne avec déficience intellectuelle. C'est la question, certes, des limitations, mais surtout des besoins de soutien requis. Et le 5e postulat est de dire que si la personne reçoit un soutien adéquat et personnalisé sur une période soutenue, son fonctionnement devrait s'améliorer. Postulats qui ont été repris très largement dans l'expertise collective de l'INSERM. Donc, le degré de déficience ne se base plus sur le seul QI, mais à partir des habiletés de la vie quotidienne, et ça, je pense que Aurore reviendra sur le sujet.
habileté également adaptative avec cette échelle de Vineland 2 qui vous sera présentée plus en détail tout à l'heure. Alors, comment on fait le diagnostic d'un trouble du neurodéveloppement ? On peut dire que les troubles du neurodéveloppement se révèlent autour de la trajectoire développementale. Vous voyez schématiser la trajectoire développementale d'un petit enfant et ce qui va être observé, c'est une trajectoire développementale non habituelle au départ, avec par exemple un enfant qui ne tient pas assis à 9 mois, un enfant qui ne marche pas à 18 mois, un enfant qui ne parle pas dans les âges requis. Et toute la question va être, s'agit-il d'un simple retard ou s'agit-il de l'expression d'un trouble du neurodéveloppement ? Et indiscutablement, dans la grande majorité des cas, pas dans tous les cas, mais dans la grande majorité des cas, on va se retrouver dans les premiers mois de vie face à un doute. Enfin, vous l'avez tous expérimenté, hein, le pédiatre qui dit tous les enfants sont différents, ne vous inquiétez pas, il est un peu flemmard, etc. Donc la question du doute, elle est importante à garder en tête, mais il est aussi essentiel d'écouter et d'écouter les parents qui s'inquiètent et de pouvoir dire qu'effectivement, il se passe quelque chose. Alors peut-être que c'est quelque chose qui va rentrer dans l'ordre, mais c'est important de pouvoir prendre en considération ce qui se passe à ce moment-là. Et c'est un peu la nouveauté également de ce plan sur les troubles du neurodéveloppement, ce plan national sur les troubles du neurodéveloppement, qui va être de dire, dans cette situation-là, et pas que dans la situation de l'autisme, hein, mais dans cette situation-là, allons sur une intervention précoce. Hein. Donc démarrons sur une intervention précoce, quels que soient les examens qui peuvent être faits en parallèle, hein, pour essayer d'être plus précis sur le trouble du neurodéveloppement en cause, hein, mais démarrons sur une intervention précoce. Et donc c'est l'objet de ce plan qui est en train de se mettre en place. Et puis on va voir. Hein, on va voir si l'intervention précoce va permettre de récupérer la dynamique et la courbe normale, ou si au contraire on va constater que l'intervention précoce ne permet pas de revenir complètement dans cette dynamique, ce qui permettra de poser le diagnostic de trouble du neurodéveloppement. Donc vous voyez, ça c'est un point qui est quand même assez nouveau et très important, et je pense vraiment une avancée, qui est de bien entendre ce qui est dit, bien prendre en compte ce qui existe et d'intervenir précocement. Alors, pour aider les personnes avec troubles du développement intellectuel à être acteurs de leur vie, vous savez que l'histoire montre qu'il y a eu un certain nombre d'épisodes, de moments où on a parlé d'intégration vers la normalisation. Ça, c'est une diapositive de Vincent que je trouve assez intéressante. Mais pour aider les personnes avec troubles du développement intellectuel à être acteurs de leur vie, et ça je crois que c'est aussi un point tout à fait nouveau, en tout cas qu'on peut souligner, il faut connaître leurs compétences et leurs fragilités et comprendre comment ils fonctionnent. Voilà, donc comprendre comment ils fonctionnent pour essayer d'arriver non seulement à l'intégration, mais plutôt à l'inclusion. Et ça a été également un grand point de la discussion et de la présentation des États généraux de la déficience intellectuelle. Alors, sur le plan des troubles du neurodéveloppement, il y a un point qui est très important, c'est de ne pas confondre quoi, comment, pourquoi. Je vais être plus précise.
Ne pas confondre les différents niveaux de diagnostic. Je prends un exemple. Je suis un jeune garçon qui a une déficience intellectuelle avérée, indiscutable. On cherche le diagnostic de la cause, le diagnostic étiologique. Et un jour, la maman revient me voir en me disant, en gros, docteur, vous êtes nul, on a trouvé ailleurs la cause. Et je dis, ah ben ça m'intéresse, quelle est la cause? Il est autiste. Donc vous voyez bien que c'est pas l'autisme qui est responsable de la déficience intellectuelle chez ce garçon, c'est pas la déficience intellectuelle qui est responsable de l'autisme, et on n'a toujours pas trouvé la cause. Hein. Donc on peut être un petit peu perdu sur la question du diagnostic. C'est-à-dire, quand on parle de diagnostic, on parle de quoi? On parle de diagnostic de la déficience intellectuelle. Vous avez vu, hein, les critères diagnostiques pour la déficience intellectuelle, c'est le QI inférieur à 70, c'est le comportement adaptatif, et c'est le fait que ça démarre avant 18 ans. On parle du diagnostic des diagnostics associés, troubles du spectre autistique, surdité associée, obésité associée, etc., où on parle du diagnostic de la cause. Donc il faut être bien clair sur ce sujet pour avoir un langage commun et qu'on puisse se comprendre. Hein. Donc il y a plusieurs choses à bien comprendre. La première chose, c'est un diagnostic qu'on pourrait dire positif, c'est-à-dire le diagnostic du trouble de neurodéveloppement. C'est quoi le diagnostic du trouble de neurodéveloppement? Après avoir eu cette période peut-être de flottement où finalement on parle de retard psychomoteur, vous avez déjà entendu, hein, ça commence quand même le plus souvent par ce qu'on appelle un retard psychomoteur. Mais quand on a un retard psychomoteur, ça ne veut pas dire qu'on a une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Hein. On peut avoir un retard moteur, par exemple, parce qu'on a une myopathie, que nos muscles ne marchent pas. On peut avoir un retard de langage parce qu'on est sourd et qu'on ne s'en est pas aperçu, etc. Donc, le diagnostic positif de la déficience intellectuelle, ça nécessite des outils de diagnostic dont je vous ai parlé et qui seront développés tout à l'heure, et puis d'utiliser les échelles de développement. Préciser le type de trouble du neurodéveloppement. Hein. Alors, déficience intellectuelle, mais trouble du spectre autistique, troubles spécifiques des apprentissages, etc. Tout peut se manifester. Tous ces troubles-là, ils peuvent démarrer par un retard psychomoteur, un retard de développement. Donc là, on est dans le diagnostic positif du trouble du neurodéveloppement. Et ça, c'est le point essentiel. Il faut partir de là, mais il faut utiliser les bons outils pour le faire. Le deuxième point, c'est le diagnostic fonctionnel. Et ça va être l'objet de l'intervention d'Aurore Curie juste après moi. Préciser les forces et les faiblesses, préciser le fonctionnement cognitif, affectif, émotionnel, en utilisant également les bons outils diagnostiques. Et puis, quatrième point, le diagnostic étiologique, sur lequel je vais revenir, qui est le diagnostic de la cause de la déficience intellectuelle ou du trouble du neurodéveloppement. Donc voilà, ces trois points sont absolument essentiels. Hein, le diagnostic positif du trouble du neurodéveloppement, le diagnostic fonctionnel et le diagnostic de la cause. Hein, et ils sont étroitement intriqués, mais c'est très important d'avoir toutes ces étapes-là. Alors, on va dire un mot du diagnostic de la cause. Il me reste combien de temps? 8 minutes, très bien. On va dire un mot du diagnostic de la cause. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est, et vous allez me la poser, c'est à quoi ça sert d'aller chercher la cause alors qu'on ne va pas pouvoir guérir, hein? On va pouvoir soigner, on va pouvoir faire un certain nombre de choses, mais dans la grande majorité des cas, dans les troubles du développement intellectuel, dans les troubles du neurodéveloppement, on ne va pas pouvoir guérir. Alors, il y a quand même pas mal d'arguments pour penser que ça peut servir à quelque chose de chercher la cause. Ça permet de répondre à la question du pourquoi, ça permet de nommer la maladie ou l'anomalie génétique en cause, ça permet d'affiner le pronostic, hein, de pouvoir dire un peu plus sur comment ça va se passer après, de dépister les malformations, de guider la prise en charge, d'éviter les surhandicaps. On pourrait développer, hein, en citant des exemples, d'adapter les rééducations,
d'informer sur la recherche, et aujourd'hui les jeunes parents sont très très avides de savoir ce qui se passe au niveau de la recherche internationale, et les réseaux sociaux évidemment aident à cette information, participer à des essais thérapeutiques, rompre l'isolement, ce n'est pas rien, hein, par l'intermédiaire d'associations de patients, et puis évidemment, disons que l'intérêt immédiat, il est dans ce qu'on appelle le conseil génétique, hein, c'est-à-dire le fait de pouvoir préciser le risque de récurrence pour le couple des parents, pour les frères et sœurs et pour la famille élargie. Et puis, c'est pas complètement anecdotique aussi, c'est d'arrêter les investigations étiologiques et d'arrêter d'embêter les enfants avec des prises de sang à répétition et des examens plus ou moins agréables. Alors, je vous ai dit, hein, la déficience intellectuelle, c'est une forêt de maladies rares. Je place la génétique hein, dans ces étiologies. On sait que plus la déficience est sévère et plus il y a de chances qu'il s'agisse d'une cause génétique, et que dans les causes des déficiences légères, on est plus dans des facteurs environnementaux et une vulnérabilité cognitivo-psychosociale. En tout cas, les causes génétiques sont les plus fréquentes, probablement de l'ordre de 50% au moins à l'heure actuelle. Alors, quels outils on a pour la génétique ? On a la clinique, d'abord. Alors, la clinique, ça veut dire l'examen de l'enfant, son histoire, l'histoire familiale, hein, qui peut permettre de faire un diagnostic. Alors là, je vous ai mis un petit garçon trisomique 21, c'est pas très difficile, mais pour un certain nombre de syndromes, la clinique peut permettre de faire le diagnostic ou au moins de l'évoquer. Et puis, vous savez qu'il y a eu quand même beaucoup d'avancées en génétique. On avait le karyotype, hein, karyotype qui permet de regarder si on a bien 46 chromosomes et s'ils sont normaux. On a eu ensuite, il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, ce qu'on appelle l'analyse cytogénétique par puce à ADN, qui en fait, c'est pas la même technique, mais permet de regarder les remaniements chromosomiques beaucoup plus finement, avec, disons que c'est 200 fois plus résolutif que le karyotype. Hein, donc ça, c'est tout ce qui est remaniement chromosomique. Et puis, pour les gènes de déficience intellectuelle, on avait ce qu'on appelait le séquençage Sanger, c'est-à-dire que jusqu'à ces dernières années, on examinait l'enfant, on disait ben, ça me fait penser à tel gène, et on demandait au laboratoire d'étudier tel gène, et puis on regardait s'il y avait une anomalie sur le gène. La révolution génétique, c'est ce qu'on appelle le séquençage au débit, qui permet de regarder plusieurs gènes à la fois. Hein. C'est-à-dire qu'au lieu de dire ben, je pense à tel gène, on va tester tel gène, puis c'est pas ça, on va en tester un autre, puis on va en tester un autre, puis on va en tester un autre. Il y a des enfants comme ça qui ont eu 15, 20 gènes testés au fil du temps, au fil du moment où le gène était identifié. Aujourd'hui, on peut soit faire ce qu'on appelle des panels de gènes, c'est-à-dire qu'on met par exemple 500 gènes de déficience intellectuelle et on les étudie tous les 500, hein, avec une seule prise de sang, hein, un seul échantillon d'ADN et on peut étudier 500 gènes. Et puis, la deuxième possibilité, c'est ce qu'on appelle le séquençage d'exome. Là, on ne met pas que les gènes de déficience intellectuelle, on regarde absolument tous les gènes connus en pathologie humaine. Alors, ça, c'est la révolution, effectivement, de ces dernières années. Et aujourd'hui, les panels ou le séquençage d'exome sont dans tous les centres de référence déficience intellectuelle. On peut y avoir accès, alors avec des différences, évidemment, selon les laboratoires, mais globalement, on peut avoir accès au moins au panel. Alors, vous voyez que ces progrès ont permis clairement, depuis l'arrivée de l'ACPA, puis du séquençage à haut débit, d'augmenter le nombre de gènes impliqués dans la déficience intellectuelle. Et on s'est aperçu d'ailleurs, c'est le même papier, que ces gènes impliqués dans la déficience intellectuelle, eh ben, ils étaient impliqués également dans les encéphalopathies épileptiques, ils étaient parfois impliqués aussi dans la schizophrénie, ils étaient impliqués dans les troubles du spectre autistique. Et vous voyez que finalement, ce groupe des troubles du neurodéveloppement, effectivement, il y a des gènes qui sont communs à différents types de troubles du neurodéveloppement.
Alors aujourd'hui, ce qu'on peut dire, et je voudrais que vous convaincre qu'on est vraiment devant une forêt de maladies rares, puisque aujourd'hui, on a plus de 900 gènes impliqués dans les troubles du neurodéveloppement, et en particulier dans la déficience intellectuelle. Des gènes qui peuvent être soit sur le chromosome X, où il y en a largement plus d'une centaine, soit récessifs, c'est-à-dire se transmettre par chaque parent qui sont, eux, non atteints, soit dominants, mais le plus souvent accidentels, et ça c'est vraiment le nombre est le plus important aujourd'hui. Mais ce qui est très important à comprendre, c'est que chaque gène représente moins de 1% des cas, à l'exception du syndrome de l'X fragile, qui correspond à peu près à 1 à 2% des cas de déficience intellectuelle. Donc vous voyez que la difficulté, c'est d'identifier le bon gène pour la personne en question. Alors, 934 gènes impliqués, et c'est vraiment chercher une aiguille dans une meule de foin que d'aller le rechercher. Je vais aller vite parce qu'on m'a dit que j'avais plus beaucoup de temps. La grande difficulté dans ces études aujourd'hui de séquençage à haut débit, c'est ce qu'on appelle la classification des variants. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on fait un séquençage d'exomes, pour prendre l'examen qui est l'examen de référence dans la déficience intellectuelle maintenant, lorsqu'on fait un séquençage d'exomes, c'est-à-dire qu'on regarde tous les exons codants du génome, c'est-à-dire tous les gènes qui sont connus et qui sont impliqués dans les troubles du neurodéveloppement, on va se retrouver à peu près avec 20 000 variants par personne. Alors ça veut dire quoi 20 000 variants ? Ça veut dire que par rapport à un génome de référence, eh ben, on a tous des variations. Et que la question va être, quel est, parmi ces 20 000 variants, le variant qui est responsable de la maladie de cet enfant ? Et ça, c'est réellement une question compliquée aujourd'hui, malgré le saut technologique de ces dernières années. Alors, on a pris le parti de classer les variants. Et donc, c'est le laboratoire qui classe, mais le laboratoire, il classe avec nous les cliniciens. C'est-à-dire qu'on a des réunions régulières pour dire, là, ça colle bien avec la clinique. C'est-à-dire, le tableau clinique de l'enfant, il est compatible avec ce qu'on sait du gène en question. Donc là, on va dire, et si le variant, il a un certain nombre de critères biologiques qui fait penser qu'effectivement, il est pathologique, on va le classer en classe 5 ou en classe 4. Alors, je suis désolée parce que ne photographiez pas, parce que ça ne s'est pas bien aligné. Vous voyez, 2 et 1, c'est bénin, 3 probablement bénin, 3 VUS, et 4 et 5 probablement pathogènes et pathogènes. Donc ne prenez pas en photo, elle est décalée. Classe 4 et classe 5, on est quasiment sûr que c'est la cause. Classe 1 et classe 2, on est quasiment sûr que ce n'est pas la cause. Le problème, c'est les classes 3. Les classes 3, c'est ce qu'on appelle les VUS, ou les VSI, les variants de signification inconnue. Et voilà, et là, on se retrouve, on a un enfant qui a un trouble du développement intellectuel, et puis on fait un exome, et on se retrouve avec un variant de signification inconnue. Donc, on dit quoi aux parents ? On dit, on ne sait pas. Il y a quelque chose, mais on ne sait pas si c'est ça. Donc, vous voyez que la génétique, ce n'est pas magique. C'est pas, les techniques sont au point, mais le problème d'aujourd'hui de la génétique, c'est la classification des variants et l'interprétation des variants. Et on passe un temps fou à essayer de décortiquer tout ça pour aboutir à un diagnostic. Alors évidemment, vous voyez bien que l'incertitude, quand l'enfant est né et que on ne sait pas, on peut expliquer aux parents qu'on ne sait pas, et il faut d'ailleurs anticiper les choses quand on prescrit cet examen pour bien expliquer que ce n'est pas sûr qu'on réussisse à conclure, mais vous voyez bien ce que ça va donner quand on va le faire en prénatal. C'est-à-dire que, imaginons en prénatal une malformation, par exemple une malformation, une agénésie du corps calleux ou une autre malformation à pronostic incertain. Si on rajoute une autre incertitude, on est vraiment dans une situation très très compliquée pour les parents. L'incertitude en prénatal, c'est compliqué, mais alors une double incertitude en prénatal, c'est encore plus difficile.
Alors, ça, c'est une question qu'on peut dire vraiment une question éthique, hein, l'interprétation des variants, parce qu'on peut se retrouver face à des personnes qui vont mal interpréter les variants, et il faut savoir dire que c'est un variant de signification inconnue. Hein. C'est vraiment une responsabilité de l'équipe de génétique de dire ça, c'est un variant de signification inconnue, ça veut dire on ne sait pas. Hein. Et variant ne veut pas dire mutation pathogène. Et puis la deuxième question éthique de ces examens génétiques, c'est ce qu'on appelle les données additionnelles. Alors je ne vais pas m'étendre parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais les données additionnelles, c'est quand on regarde l'ensemble du génome, on peut tomber sur ce qu'on appelle des données incidentes, c'est-à-dire on tombe sur une prédisposition au cancer, par exemple, ou une prédisposition à la mort subite. Hein. Alors qu'est-ce qu'on fait de ça? Hein, est-ce qu'on le dit? Est-ce qu'on ne le dit pas? À quoi ça sert? Votre enfant, il risque de mourir subitement. Puis vous aussi, parce que vous l'avez aussi, monsieur. Vous voyez, c'est compliqué. Hein, il ne venait pas pour ça au départ. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il faut aller chercher ces données secondaires, c'est-à-dire des mutations dans des gènes qui peuvent donner des morts subites ou qui peuvent donner des cancers? C'est essentiellement ça. Est-ce qu'il faut aller les chercher de façon systématique pour finalement améliorer la santé de ces personnes-là? Alors ça, c'est une question qui est vraiment en débat à l'heure actuelle. Le Conseil d'État a tranché contre, hein, aller rechercher les données secondaires, alors que les États-Unis le font depuis longtemps et ont identifié à peu près 80 gènes dont ils disent qu'il faut aller les chercher parce qu'on peut avoir une action dessus, encore que ce n'est pas si clair que ça. Hein. Et donc, il y a un travail en cours à l'Agence de la biomédecine sur le sujet. Alors là, on s'écarte un petit peu des troubles du neurodéveloppement, mais c'est très important. Ça veut dire que c'est fini? Non, c'est pas vrai. Mais j'ai presque fini. C'est très important d'avoir ça en tête, hein, dans une espèce de culture générale de la génétique, parce que on va tous, dans nos métiers différents, hein, puisque tout le monde travaille ici avec des personnes qui présentent une déficience intellectuelle ou les accompagnent, on va tous être confrontés à cette question-là dans l'avenir. Alors aujourd'hui, ce qu'on propose pour le diagnostic étiologique de la déficience intellectuelle, c'est bien sûr une phase clinique, hein, avec un généticien, un neuropédiatre. On travaille vraiment dans les centres de référence déficience intellectuelle, on travaille main dans la main, neuropédiatre, généticien. Et puis aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est d'une part, soit on a un diagnostic, alors je vais prendre l'exemple de la trisomie 21, soit on pense que l'enfant a tel syndrome, et on va d'emblée faire une analyse génétique ciblée pour diagnostiquer et confirmer cette hypothèse. Hein. Par exemple, vous pensez que l'enfant que vous voyez a un syndrome de Williams, ben vous n'allez pas faire un séquençage d'exome pour ça, vous allez dire, regardez l'anomalie spécifique du syndrome de Williams. Donc, soit c'est ça, et on aura le diagnostic, et à ce moment-là, c'est le prescripteur qui va rendre le résultat, soit on n'a pas d'idée d'emblée. À ce moment-là, on fait X fragile et analyse cytogénétique par puce à ADN. C'est-à-dire, la plupart des équipes ne font plus de karyotype. Ils font directement l'analyse cytogénétique par puce à ADN parce que ça rend à peu près les mêmes résultats, en plus fin. Et puis l'X fragile parce que c'est le plus fréquent et puis qu'il y a des conséquences familiales importantes. Et là, si c'est négatif, on passe directement au séquençage d'exome ou au panel de gènes, mais les recommandations, c'est de passer directement au séquençage d'exome si on peut, avec ce qu'on appelle des réunions de concertation pluridisciplinaires, qui sont ces réunions où, avec le laboratoire, on va analyser et rendre un résultat, soit un variant pathogène, soit un variant bénin, ou pas de variant du tout, soit un variant de signification inconnue. Et à ce moment-là, le résultat va être avec un résultat consensuel qui va être rendu par le prescripteur. Donc vous voyez que pour le diagnostic étiologique génétique, la situation est relativement simple en termes de prescription et très compliquée en termes d'analyse des résultats.
vous avez peut-être déjà entendu parler de ce qu'on appelle le plan France Génomique 2025, qui est un plan très ambitieux français pour finalement l'accès aux données génétiques et dans le domaine des maladies rares, c'est la déficience intellectuelle qui a été choisie comme modèle. Et donc on va démarrer, je pense on dit en juin, je pense que ça va être en septembre, on va démarrer une étude nationale à laquelle vous allez peut-être être confrontés, qui s'appelle DEFIDIAG, et donc qui vise à faire non plus du séquençage d'exomes, mais du séquençage de génome. Alors le génome, c'est l'exome plus tout ce qui n'est pas les exons, qui sont les parties codantes des gènes, du séquençage de génome sur les patients, sur je ne sais plus combien on doit en inclure, enfin plus de 1000 patients déficients intellectuels, pour regarder si c'est la meilleure manière de faire pour des diagnostics, mais on va être confronté à tout ce que je vous ai dit sur le plan éthique, les variants de signification inconnus et les données additionnelles ou secondaires. Je crois que j'ai terminé. Je vérifie. Voilà, donc ça c'est ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'on arrêtera de faire l'X fragile et l'ACPA et qu'on fera directement l'analyse du génome et après ça passera dans le plan France Médecine Génomique. Alors juste 2 diapositives de fin pour dire que, voilà, un petit exemple de ce qui se passe chez nous, à la Pitié-Salpêtrière Trousseau à Paris. On a passé là 811 patients avec une déficience intellectuelle et vous voyez que en exome, le résultat c'est 42% de diagnostic. Alors de diagnostic, ça veut dire des variants classe 4 ou classe 5. C'est-à-dire on a conclu, voilà, votre déficience intellectuelle, elle est liée à ce gène-là, avec 5% de diagnostics qui sont en attente de validation, qui sont des nouveaux gènes en fait, mais évidemment cette technique elle est à la frontière du diagnostic et de la recherche. Donc à peu près 50% de diagnostics, vous voyez qu'on ne fait pas du diagnostic dans 100% des cas avec ces techniques-là, c'est à peu près, dans la littérature c'est à peu près 40% de diagnostics avec le séquençage de l'exome, ce qui est très supérieur à ce qu'on faisait jusqu'à présent, qui était à peu près de 20%. On a doublé, mais on n'est pas à 100% de diagnostic. Mais c'est une technique qui est quand même extrêmement intéressante, avec, vous voyez, des mutations qui sont essentiellement des accidents génétiques. Ce qu'on appelle les mutations de novo, c'est des accidents génétiques. C'est-à-dire que les parents sont non porteurs et il y a un bon gène qui s'est transformé en un mauvais gène. Alors ça, c'est une notion qui est très importante aussi parce que c'est une notion très nouvelle. Jusqu'à présent, on pensait que c'était beaucoup sur le chromosome X ou récessif, en particulier chez les parents qui sont apparentés. En fait, il y a énormément, la grande majorité, ce sont des accidents génétiques. Donc avec un risque de récurrence qui est quasiment nul. C'est important pour les couples en termes de fréquence. Mais vous voyez aussi que dans nos résultats, là, les 20 gènes les plus fréquemment retrouvés, c'est 28% des diagnostics, mais que 198 gènes ne sont représentés qu'une seule fois. Donc quand je dis maladie rare, quelquefois, il y a 2 familles, 3 familles en France avec une mutation dans un gène. Ce qui, pour se retrouver en association, est évidemment beaucoup plus compliqué. Et du coup, il y a des groupes Facebook internationaux qui se créent sur ces gènes extrêmement rares. Voilà, et je termine par ces citations d'Édouard Seguin. En attendant que la médecine est guérisse, j'ai décidé de les faire participer aux bienfaits de l'éducation. Le traitement éducatif commence pour chaque enfant, là où son évolution naturelle s'est arrêtée. Autant d'enfants, autant de commencements. Je vous remercie pour votre attention. Merci.